« 8 juin 2022, Parlement européen. Les députés prennent une décision qui va bouleverser radicalement notre manière de concevoir la mobilité. Dès le 1er janvier 2035, plus aucune voiture équipée d'un moteur à combustion, essence, diesel, gaz et même hybride ne pourra être vendue en Europe. Je pense qu'on verra plus de changements dans les 5 ou 10 prochaines années que tout ce qu'on a connu en 25 ou 50 ans. Donc oui, c'est une révolution. Une révolution, car en moins de 12 ans, il va falloir profondément repenser son rapport à l'automobile. Au cours du dernier siècle, la voiture s'est démocratisée et on en a vendu toujours plus, équipée de moteurs thermiques, c'est-à-dire qui brûlent du carburant. En Belgique, il y en a près de 6 millions, mais à peine 80 000 entièrement électriques. Difficile d'imaginer que dans quelques années, toutes les voitures neuves seront électriques. Je pense pas qu'une voiture électrique, ça va être en dessous de 12-13 000 euros. Donc c'est un peu ridicule. Une électrique, pour faire quoi, 300 km? Si je vais en Espagne en vacances, je fais comment? Pour le moment, c'est pas encore au point. Je crains que ce sera au point pour 2035. Plus fort encore, dans certaines villes comme Bruxelles, les voitures thermiques seront interdites pour réduire pollution et gaz à effet de serre. On va vous expliquer pourquoi il s'agit bien d'une révolution. On vous emmènera chez des citoyens qui s'interrogent sur ce choix. Je trouve ça étrange qu'on soit un projet aussi loin et qu'il reste encore autant de questions. On ira interroger les constructeurs, les distributeurs d'électricité, les utilisateurs et les acteurs de l'électromobilité. Un retour en arrière, je n'y crois pas. C'est un train, ou plutôt dans ce cas-ci, une voiture électrique qu'on ne peut plus arrêter. 2035, c'est déjà demain. La transition vers une mobilité électrique ne se fera pas sans mal. Mais l'heure des réflexions et des contestations est à présent terminée. La décision semble irrévocable. Quoi qu'il advienne, l'Europe passera à l'électrique. L'Europe veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Mais un secteur coince, celui des transports. En 30 ans, il n'a pas diminué ses rejets, au contraire, il les a augmentés. Et pas qu'un peu. 33,5% de plus entre 1990 et 2019. Car une voiture, même moderne, cela reste polluant. À l'heure actuelle, seules 2 énergies permettent d'atteindre les objectifs européens. L'hydrogène tout d'abord, coûteux et complexe à produire, on le trouvera sûrement dans les grands véhicules. Pour les voitures, ce sera l'électricité. Savez-vous qu'au début de l'automobile, à la fin du 19e siècle, 3 motorisations se côtoyaient. Essence, vapeur et électrique déjà. Et figurez-vous que la première voiture à dépasser les 100 km/h en 1899, eh bien elle est électrique. Ce gros cigare sur roue s'appelle la jamais contente de l'ingénieur belge Camille Genazzi. Un bon siècle plus tard, la voiture électrique fait son grand retour, et cette fois pour de bon. Chez nous, on vend des voitures électriques depuis une douzaine d'années. Nous avons rassemblé quelques propriétaires convaincus et pas besoin de chercher longtemps les thèmes de discussion. J'ai pas d'écran, j'ai rien, j'ai pas de tableau de bord, enfin j'ai un tableau de bord simple et moi je me suffis avec ce qui me reste comme kilomètre. Avec la petite voiture, c'est Cosette. Pas vraiment passionnée à la base. Je veux bien donner 20 000 € pour une voiture, qu'elle soit thermique ou électrique. Son choix est rationnel. Mais alors autant prendre l'électrique et en plus utiliser mes panneaux solaires. Bruno, lui, cela fait 8 ans qu'il a franchi le pas. C'est clair que les choses évoluent à tous les niveaux, hein. Les mentalités évoluent, le réseau de chargement évolue aussi, les performances des voitures, l'autonomie des voitures évolue. La voiture de société représente le gros des ventes des voitures électriques. Heidi en a bénéficié. J'ai pas de borne à la maison, mais je la charge quand même sur une prise normale. Donc elle charge très lentement, je dois dire approximativement 100 km sur une nuit. Comme j'ai une autonomie de 450 km, ben en fait ça me suffit largement. Quant à Christophe, il a carrément convaincu toute sa famille de rouler en véhicule électrique. Je voulais plus avoir aucun véhicule thermique, alors voilà, j'ai remplacé tous les véhicules thermiques de la famille par des véhicules électriques. Pour quelle raison ? À un moment donné, je me suis rendu compte à quel point le fossile était un problème qui nous pourrissait un peu notre quotidien, que ce soit
en matière de changement climatique, mais aussi santé publique ou même géopolitique, malheureusement, on le voit bien maintenant. Là, on vous a présenté ceux pour qui la voiture électrique n'a déjà plus de secret. Mais il y a les autres, ceux qui doutent, ceux qui craignent cette transition, ceux qui, comme nous, doivent essayer avant de se décider. Alors, nous avons utilisé une voiture électrique pendant tout le tournage. Pour 4 grands gaillards et un matériel conséquent, il faut une grande voiture. Une voiture qui ressemble à toutes les autres. Elle est juste silencieuse, puisqu'elle ne brûle pas de carburant. On s'est dit qu'on allait d'abord un peu la décortiquer. Et vous savez quoi? On n'a pas vu grand-chose, à part une grande plaque métallique. Pas de pot d'échappement, pas de vue sur le moteur caché sous le coffre. C'est le même moteur que celui-ci, qui ressemble à celui de votre machine à lessiver, mais en plus gros tout de même. Plus de réservoir, mais une batterie dans le plancher, une grosse batterie qui pèse 500 kg. Notre voiture dépasse ainsi allègrement les 2 tonnes sur la balance. Et pour se faire la main, direction l'Ardenne. Nous avons rendez-vous avec Fabrice. En tant que formateur au chemin de fer, il se déplace beaucoup dans une région où les bornes de recharge sont aussi rares que les voitures électriques. Pour l'instant, pas question de remplacer sa voiture diesel. Le prix d'achat est un frais conséquent quand même. On peut quand même compter certainement 15 à 20% plus cher pour le véhicule qui m'intéresse. Il y a aussi le fait que si vous roulez avec une remorque, l'autonomie va être diminuée, en hiver aussi. Et il n'y a pas de possibilité de borne de recharge chez mon employeur pour l'instant. Donc je dis non, pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Le prix, c'est le principal problème de ce type de véhicule. À modèle équivalent, la voiture électrique reste 20% plus chère que la voiture thermique. Prenez ce petit modèle, il se vend entre 20 et 31 000 euros en essence, contre 36 à 40 000 euros en électrique. Je ne vais pas mentir, on avait prévu qu'aux alentours de 2023-2024, on sera à parité entre une voiture thermique et une voiture électrique. On n'y est pas. Celui qui l'affirme, c'est Hugues Dayer. Il représente la fédération regroupant tous les acteurs de l'électromobilité. Fabricants de bornes, installateurs, constructeurs automobiles ou fournisseurs d'électricité. Selon lui, ce qui justifie le prix, c'est la crise actuelle. La crise des composants et certaines matières premières qui coûtent cher font que la voiture électrique reste chère par rapport à une voiture thermique. Néanmoins, le total cost of ownership, c'est-à-dire le coût total pour rouler avec un véhicule, si on tient compte du fait que l'électricité coûte moins cher que le carburant et que la voiture est moins consommatrice pour faire 100 km en voiture électrique qu'en voiture thermique, doit permettre de rendre plus accessible le véhicule électrique au commun des mortels. En résumé, la voiture est plus chère à l'achat, mais moins chère à l'utilisation. D'autant qu'il n'y a quasiment pas d'entretien et peu de taxes pour le moment. Selon les estimations, il faudra encore 3 à 6 ans avant que le prix des voitures électriques et thermiques soit équivalent en neuf. Car pour les occasions, on attendra, ce marché étant quasi inexistant aujourd'hui. Le prix, c'est aussi ce qui a freiné Jacqueline au moment où elle a dû changer de véhicule. Mais il n'y avait pas que cela, car elle habite en ville, dans un appartement. Bonjour. Merci. Sans borne de recharge dans son parking, ni en rue, Jacqueline n'a pas eu trop le choix. Je me suis dit, je vais acheter une voiture thermique d'occasion, le temps d'attendre que le marché se stabilise. Et en plus, il y a plein de questions qui se posent aussi. Comment la recharger, l'autonomie Voilà, toutes ces questions étaient, en plus du prix, un frein à l'achat d'une électrique. 90% des recharges ont lieu au travail ou au domicile. Mais quand, comme Jacqueline, on ne dispose pas de ces possibilités, cela devient compliqué. À Bruxelles, à peine 12% des habitants sont en mesure de charger un véhicule chez eux, car tirer un câble sur la chaussée, comme c'est le cas ici, c'est formellement interdit sous peine d'amende. La région bruxelloise promet 22 000 points de recharge d'ici 2035. Il y en a 2 000 actuellement accessibles au public. Pas assez de bornes pour toutes les voitures? C'est une décision qu'on assume politiquement. Ah mais c'est pas du tout notre objectif de remplacer un véhicule thermique par un véhicule électrique. Dans les grandes villes, le problème vient plus de la pollution due au nombre de voitures que du CO2.
Notre objectif, c'est de diminuer la congestion automobile, diminuer la circulation automobile à Bruxelles. Les objectifs du gouvernement régional sont clairs, diminuer de 20% le trafic automobile à Bruxelles. Ceci dit, il en restera encore 80%. Pour les 80% qui restent, là, on électrifie. Comment est-ce qu'on fait pour réduire? C'est plus de place pour les piétons, plus de place pour les cyclistes, de l'investissement massif dans les transports en commun, mais aussi un support à toute la mobilité partagée qui, elle aussi, s'électrifie. Moins de voitures à Bruxelles et surtout tout électrique. Une décision radicale qui passe plutôt mal. C'est des sales voleurs. C'est dégueulasse. On a payé une taxe de roulage, une taxe de mise en circulation. Même si c'est une bonne idée, j'aurais pas le moyen d'acheter une voiture électrique. Alors, on n'est pas vraiment équipé pour les voitures électriques. Hein. C'est pas très démocratique, hein. Et pour au moins nous laisser finir nos voitures. Et si vous ne devez circuler qu'en Wallonie, sachez que la région ne prévoit que 12 000 points de recharge. En Flandre, c'est 3 fois plus avec un plan actuel de 35 000 points de recharge. Au total, les plans belges en prévoient donc 69 000 dans le futur. Les Pays-Bas en ont déjà 120 000 maintenant. On compte en moyenne qu'il faut une borne publique pour 10 voitures électriques. Et donc, comme le nombre de voitures électriques augmente de façon assez rapide, il est bon de voir que les autorités publiques investissent maintenant dans une infrastructure de recharge. Alors, quels sont les objectifs en termes de nombre de bornes de recharge ? Si on fait le compte, 1 800 000 véhicules électriques qui sont attendus à l'horizon 2030 et qu'il faut une borne pour 10 voitures électriques, ça voudrait dire qu'il faut 180 000 points de charge en Belgique à l'horizon 2030. 180 000 points de charge en voirie. Aucun plan ne prévoit un tel déploiement. Il faudra donc toujours charger au travail ou à domicile pour autant que ce soit possible. D'autant qu'avec ce type de borne, la vitesse de recharge reste limitée. Alors, le long des grands axes, on déploie des bornes rapides. Le précurseur, c'est l'américain Tesla. L'entreprise d'Elon Musk a implanté 35 000 superchargeurs dans le monde. On les trouve souvent sur des parkings d'hôtels, qui vous suggèrent même quelques activités pour passer le temps. Depuis l'été dernier, beaucoup de ces superchargeurs sont accessibles à d'autres marques automobiles en payant un peu plus. Alors la concurrence s'organise. À coût de dizaines de millions d'euros, les stations-service s'équipent en chargeurs rapides. À côté du diesel, de l'essence et du gaz, voici l'électricité. On peut charger une voiture en combien de temps pour le moment? C'est une bonne question. À 175 kW, on peut charger une voiture de 0 à 100% de batterie dans une petite demi-heure. Ces bornes-là sont conçues pour que, dans le futur, on puisse les augmenter au niveau de puissance jusqu'à 350 kW. Du coup, ils sont future-proof pour, dans le futur, avoir encore une puissance plus élevée pour pouvoir charger dans un quart d'heure, 20 minutes. La vitesse de charge ne devrait plus être un problème dans les prochaines années. Ce ne sera pas le cas du prix. Il est libre et peut être comparé à un abonnement pour téléphonie mobile. Il dépend du fournisseur, du type d'abonnement, du temps passé sur place ou même du type de véhicule. Et cet abonnement tient sur une carte ou un badge à scanner sur les bornes. Pour connaître les tarifs, mieux vaut disposer d'applications sur son portable. Le coût n'est pas mentionné sur la borne même. Elle est toujours visible sur des applications mobiles, sur l'internet et sur le site web. Parce que le prix de l'électricité, dans une période comme maintenant, évolue énormément. Un prix sur une borne rapide varie entre 65 et 1 € le kilowattheure. À 1 € du kilowattheure, rouler 100 km vous coûtera 20 €, presque le double de l'essence. Les charges rapides bien chères, c'est du dépannage lors des longs trajets. D'ailleurs, on en a fait l'expérience. Nous nous sommes rendus à Paris avec notre voiture électrique. Entre la RTBF et notre destination, il y a 323 km. Notre voiture annonce 400 km d'autonomie. Mais une voiture électrique, ça n'aime ni le froid ni l'autoroute, où l'autonomie fond comme neige au soleil. Nous devrons donc recharger. Petit arrêt près de Compiègne, où se trouvent des bornes rapides. Enfin rapide, on se comprend.
il faut tout de même 3 quarts d'heure pour récupérer 250 km. Ça laisse le temps de faire connaissance avec d'autres électromobilistes. Dans notre cas, il s'agit d'un compatriote qui retourne en Belgique après avoir acheté sa voiture en France. J'ai 800 km pour remonter depuis Périgueux. Vous faites ça en combien d'étapes? C'est mon 3e arrêt et je devrais encore en faire un avant d'être à Bruxelles. C'est un petit peu contraignant. C'est un peu contraignant, il faut s'habituer, il faut avoir un livre et il faut connaître un peu plus que ce que je connais pour le moment, les bonnes bandes de recharge ou à faire des recharges rapides, etc. Parce que sinon c'est vrai qu'on cherche, on rame, on tourne un tout petit peu pour trouver des lieux de chargement voilà, vraiment adéquats. Sur un Bruxelles-Paris, prévoyez 1 heure supplémentaire en voiture électrique pour l'instant. Les longs voyages restent assez contraignants et doivent être préparés. Mais nous ne sommes pas allés à Paris juste pour tester les longs trajets. C'est là que se déroule le mondial de l'automobile. Et surprise, on n'y trouve que quelques constructeurs français, un Vietnamien et beaucoup de Chinois. On a eu beau chercher des diesels, on n'en a pas trouvé. La quasi-totalité des véhicules exposés sont des hybrides ou des électriques. Preuve que le changement est en marche. Ce qui ne plaît pas nécessairement à tout le monde. C'est le cas du géant Stellantis, qui regroupe 15 marques dont Peugeot, Citroën, Fiat, Opel ou Jeep par exemple. Côté pile, l'industrie automobile promet qu'elle sera prête en 2035. C'est en tout cas ce qu'affirme le numéro 2 de Stellantis. Voilà, c'est un choix, c'est une décision par l'Union européenne qui a été élue démocratiquement par les citoyens européens. Donc je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que la voiture électrique. Certes, il y a d'autres technologies qui vont arriver, mais dans un premier moment, c'est la voiture électrique. Donc je pense que toutes les entreprises et les consommateurs évidemment aussi vont aller vers cet objectif zéro CO2. Mais côté face, le discours n'est pas vraiment le même. Après l'interview du numéro 2 du groupe, nous avons pu rencontrer le grand patron, Carlos Tavares, mais sans caméra. Voici ce qu'il dit de l'électrification forcée. Cette décision dogmatique de l'interdiction de vente de voitures thermiques en 2035 a des conséquences qui ne sont pas gérables. Des conséquences non sur l'emploi mais sur l'inflation. Il faut une couche de pragmatisme et se dire que si la classe moyenne ne peut acheter de voitures électriques à cause du prix, les conséquences seront graves. Pensez-vous que l'Europe pourra faire marche arrière ? Cela dépend du nombre de personnes qu'il y aura dans les rues. L'Union européenne a tout fait pour créer des conditions favorables aux marques chinoises. Des marques chinoises qui occupent plus de superficie au Salon de Paris que les marques françaises. Cela fait comme un choc. Déjà productrice de la moitié des batteries dans le monde, la Chine est devenue constructeur d'automobiles électriques. En achetant de célèbres blasons comme MG, Lotus ou Volvo, ou avec ses propres marques encore peu connues. La Chine débarque en Europe avec des modèles qui n'ont plus rien à envier à leurs concurrents. Tout cela bien entendu à moindre prix. Et pour nous parler des modèles chinois, c'est un Européen qui communique. De manière générale, on se considère comme une marque Smart Premium. Inévitablement, au début, tant que notre image de marque n'est pas vraiment développée, on commence juste, on ne pourra pas vendre nos produits au même prix que certains de nos concurrents bien implantés. C'est très clair. Notre but est de proposer un ensemble de produits convaincants, à un prix vraiment raisonnable, une voiture qui respecte tout, une voiture qui offre un niveau de confort, de sécurité et de performance qu'on ne rencontre pas encore dans cette catégorie de prix. Le temps du monopole européen semble révolu. Le Salon de Paris en a apporté la preuve. Après la visite du salon, on a voulu recharger notre voiture. Mais si plusieurs points de charge en voirie sont disponibles et fonctionnels, ce n'est pas gagné pour autant. Notre abonnement en théorie compatible ne l'est pas vraiment en réalité. Alors on essaye la carte de crédit. Paiement refusé. Ok. On télécharge même l'application spécifique. Rien à faire, notre voiture se connecte, mais ne charge pas le moindre électron. Pire, elle nous donne quelques sueurs froides. Alors on regarde sur le tableau de bord si ça charge. À mon avis, ça ne fonctionne pas. Bon, ça ne va pas.
Je sais pas la débrancher. Je sais pas. On est bloqué ici, les gars. Une erreur est survenue, donc le problème c'est que non seulement je n'arrive pas à charger, mais je n'arrive pas à retirer la prise. Je sais toujours pas le faire, hein. On chargera donc ailleurs, Ah. Ouf. car il nous faut rentrer à Bruxelles. On y est attendu à 2 pas des institutions européennes. C'est là que se trouvent les bureaux de l'ACEA, l'Association des constructeurs européens. Et ce n'est pas un hasard. Dans l'Union, 13 millions de personnes travaillent pour le secteur automobile. Alors ici non plus, on ne voit pas l'arrivée des constructeurs chinois d'un bon œil. Car l'Europe n'arrive pas encore à offrir une voiture électrique et performante à bon prix. De quoi inquiéter Sigrid de Vries, la directrice. Pour l'Europe, la vraie question est comment être un endroit compétitif pour assembler des véhicules. Parce qu'on a des désavantages. Les prix de l'énergie sont plus élevés ici, on a moins d'accès aux matières premières nécessaires pour les batteries, il y a un désavantage compétitif et la manière dont on peut faire du business ici, comparé au reste du monde, devrait être plus équitable. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas tellement la question des véhicules et de la concurrence pour les fabricants, mais bien les conditions dans lesquelles ils peuvent rivaliser. Et c'est là où les décideurs politiques européens, ou même nationaux, peuvent faire la différence et doivent la faire. L'Europe sera le premier continent à interdire la vente de voitures thermiques. Mais paradoxalement, elle est en retard, alors que les Chinois ont investi massivement dans les ressources nécessaires à la fabrication des voitures électriques. Et pour le comprendre, on va faire un peu de chimie. Mais de la chimie simple, avec un beau tableau de Mendeleïev géant et les cours particuliers d'Augustin de Koning, géologue à l'ULB. Alors dans les batteries, on va surtout retrouver du cobalt et l'élément qui est aujourd'hui au centre des attentions, c'est le lithium, qui est léger. Et donc c'est pour cette caractéristique qu'on essaye de le valoriser dans les véhicules électriques. Lithium, cobalt, manganèse, graphène, aluminium. Au total, une douzaine d'éléments peuvent être utilisés pour fabriquer des batteries et stocker l'électricité. Dans une voiture électrique, il y a aussi des terres rares. C'est le cheval de bataille des opposants. La fabrication des véhicules compromettrait l'avenir des ressources. En fait, les terres rares, ce sont 17 éléments fort semblables qui servent à fabriquer des aimants que l'on trouve dans presque tous les moteurs électriques et donc sans doute dans celui de votre machine à laver aussi. En réalité, ce ne sont pas des terres mais des minerais et elles ne sont pas rares, il y en a partout dans le monde. Elles sont rares parce qu'elles sont difficiles à séparer et à extraire des roches. Aujourd'hui, les terres rares servent aussi à fabriquer les catalyseurs de nos voitures à essence, à polir les écrans ou à créer les couleurs des LED. Chaque année, on leur trouve de nouvelles applications. Alors ça reste toujours les éléments les plus rentables, notamment parce que donc, ça forme des alliages très facilement avec d'autres métaux. Ça résiste très bien à la chaleur. Et le troisième point important, c'est que ça a une durée de vie assez longue et ça résiste très bien au temps. Et c'est là qu'on retrouve la Chine. Elle possède 6 des 10 plus grandes sociétés minières au monde. Elle est active dans l'extraction de cobalt et de cuivre en Afrique et surtout, elle possède les fameuses terres rares qui servent à fabriquer les moteurs. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est la Chine qui détient à plus de 90% le marché mondial de terres rares. C'est ce qu'on appelle un monopole commercial. Donc ça veut dire que pour l'instant, si une société décide de lancer une extraction de terres rares, la Chine n'a qu'à artificiellement diminuer les prix pour asphyxier l'économie européenne. Construire une voiture électrique, cela demande beaucoup de ressources minières, bien plus que pour une voiture thermique, et cela pose question. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur les vertus écologiques de la voiture électrique dont on dit qu'elle serait verte. Gigi, jeune retraitée, nous a contactés. En tant que déléguée commerciale, elle parcourait 120 000 km par an en voiture, une diesel. Au moment de remplacer son véhicule, elle a à nouveau choisi ce type de carburant. J'ai des craintes, effectivement. Tout d'abord des craintes écologiques, parce que cela me donne l'impression que nous allons rouler propre chez nous, qu'il n'y aura plus d'émissions
d'effets de serre. Mais sur les sites où l'on va extraire le cobalt et le nickel, il faut voir ce qui se passe. Que l'on m'explique par A plus B comment une voiture électrique permet de respecter davantage l'environnement. C'est vrai qu'en plus d'utiliser des ressources énergivores et polluantes, la fabrication génère aussi du CO2 responsable du réchauffement climatique. Mais dans quelle mesure? La voiture électrique entraîne-t-elle de graves conséquences écologiques? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre de Judith Pigneur. Elle est docteure en génie industriel et spécialiste de l'impact de l'extraction minière. En fait, toutes les problématiques de l'extraction minière, on ne les découvre pas avec le véhicule électrique. Ces problématiques existent depuis longtemps. Sur les terres rares, aujourd'hui, ce qui tire la consommation, c'est quand même plus, par exemple, le numérique, ça va être les climatiseurs, ça va être vraiment d'autres domaines que celui de la transition, et même de manière générale, si on oublie les terres rares, aujourd'hui, la transition écologique et les véhicules électriques représentent une très faible part de la production minière mondiale. On ne creuse pas de mines pour fabriquer des batteries, mais on extrait toujours plus, car on a besoin de plus de matériaux. C'est vrai qu'il faut être honnête, c'est-à-dire que dans le futur, les prévisions qui sont faites de l'augmentation de certains métaux, donc liés effectivement aux batteries et aux moteurs de voitures électriques, sont très importants. Donc on va avoir un développement industriel qui, s'il n'est pas encadré, risque de provoquer des impacts assez massifs sur la biodiversité. Bon, à la production, le bilan environnemental de notre voiture électrique n'est pas des meilleurs, mais quand elle roule, c'est autre chose, puisqu'elle ne rejette aucun polluant ni gaz à effet de serre parce qu'elle ne brûle rien. Pas d'oxyde d'azote, de monoxyde de carbone ou d'hydrocarbures imbrûlés. Il y a bien des particules fines émises par les pneus et les freins, mais sans commune mesure avec une voiture diesel, même de dernière génération. Alors, quel est son bilan écologique global? Pour le savoir, on s'est rendu sur le campus de la VUB à Bruxelles. Un bâtiment anodin parmi d'autres abrite pourtant le plus grand centre de recherche d'Europe consacré à l'électromobilité. En effet, l'Université de Bruxelles est pionnière en la matière, parce qu'on a commencé nos recherches sur le véhicule électrique il y a 40 ans. Il y a 40 ans, on roulait déjà autour d'ici avec des véhicules électriques à cette époque. On était un petit groupe, mais entre-temps, on a grandi pour rassembler 120 experts dans le domaine de la voiture électrique. Les chercheurs de l'université néerlandophone sont les premiers à avoir publié une étude comparative sur les rejets des voitures thermiques et électriques. C'est très important quand vous comparez différentes technologies automobiles de prendre en compte toutes les étapes de la vie d'un véhicule. Pas seulement les émissions du pot d'échappement, puisque dans le cas d'une voiture électrique, il n'y en a pas. Mais vous devez tenir compte que vous devez produire de l'électricité et construire le véhicule lui-même, et plus spécifiquement les batteries de ce véhicule. Si vous prenez tout cela en compte, vous parlez de l'évaluation du cycle de vie. Et si vous le comparez au véhicule essence ou diesel, vous voyez que vous avez 3 à 4 fois moins d'impact sur le changement climatique en Belgique. Le véhicule électrique est 3 à 4 fois meilleur que le thermique. Des résultats similaires ont été confirmés par différentes études depuis lors. La voiture électrique n'est pas totalement verte, mais bien plus que son équivalent thermique qui brûle le carburant de son réservoir. Dans la voiture électrique, ce réservoir devient l'élément le plus important du véhicule. C'est la batterie. Elle est lourde et son autonomie est plutôt limitée. En 10 ans, cette autonomie a quand même été multipliée par 4 et le prix des batteries divisé par 10. Et c'est loin d'être fini. Partout dans le monde, les recherches se focalisent sur des batteries plus légères, plus performantes, plus sûres et moins chères. On les appelle des batteries solides et les résultats sont encourageants. Dans le futur, on aura des batteries moins chères parce qu'on travaille déjà avec des matériaux moins critiques. On étend la durée de vie des batteries tout en les rendant plus sûres. Et tout cela ensemble diminuera le coût des batteries. Et quand pourrais-je acheter une voiture avec 1000 km d'autonomie?
Est-ce que c'est réaliste? C'est réaliste. Cela viendra dans le futur. On travaille dessus, on fait des recherches quotidiennes sur les batteries solides qui nous donneront les possibilités d'avoir cette batterie idéale pour les voitures électriques. Qu'elle ait 100 ou 1000 km d'autonomie, il faut quand même recharger la batterie. Si toutes les voitures belges deviennent électriques, cela demandera beaucoup d'énergie. Et on n'achemine pas l'électricité en camion-citerne, mais bien sur un réseau déjà existant. Le transformateur qui est derrière moi et tous les autres transformateurs, en 2035, vont probablement devoir être renforcés. Si David Van Gulik connaît le dossier, c'est parce que les gestionnaires de réseau ont réalisé de nombreuses études et préparent activement le changement. Car à la voiture électrique, il faudra aussi ajouter le chauffage et la transition numérique. Les besoins en énergie ne feront donc que croître. Alors, au niveau de l'énergie, l'augmentation pour les véhicules électriques, on est aux alentours de 10 à 15% d'augmentation par rapport à ce qu'on consomme aujourd'hui. Donc ce n'est pas une augmentation non plus exponentielle, donc ce sont des choses qui sont aujourd'hui, d'après les études que nous avons, qui sont tout à fait maîtrisables tant au niveau de la production qu'au niveau des importations que l'on peut avoir à partir des pays voisins. Donc en termes de consommation d'énergie, ce n'est pas un gros souci. Par contre, en termes de puissance, donc le moment où les gens vont charger, là, le comportement des clients va être essentiel pour voir jusqu'à quelle mesure on va devoir renforcer ou pas renforcer le transformateur que j'ai derrière moi. Au niveau production, on devrait donc répondre à la demande. Les problèmes viendraient plutôt du côté de la stabilité du réseau. Si tous les utilisateurs chargent leur véhicule au même moment, généralement en soirée, cela pourrait coincer. On doit déjà aujourd'hui commencer à essayer d'anticiper le comportement des clients, le nombre de véhicules qui va arriver. Donc on parle quand même de 2 millions à 2,5 millions véhicules électriques à l'horizon 2035, ce qui est quand même une grosse part importante, une part importante de la mobilité. Et donc on doit anticiper. Donc le maître mot, c'est d'anticiper. Sinon, effectivement, on risque de se retrouver à devoir courir derrière les clients, derrière les problèmes qu'ils vont rencontrer. C'est ça ce qu'on veut absolument éviter. Mais on peut y voir aussi une opportunité. Pour la première fois de l'histoire, on va pouvoir stocker des millions de kilowattheures d'électricité dans des batteries. Pour le parc automobile belge, cela correspond à 1 an de consommation électrique pour les habitants de Liège et Charleroi. Et ces batteries sur 4 roues vont bientôt jouer un rôle essentiel dans la stabilité du réseau. C'est ce que l'on appelle la charge bidirectionnelle. La voiture branchée ne charge pas nécessairement. Elle peut fournir du courant au réseau ou à son habitation. Au laboratoire de la VUB, on travaille évidemment sur cette technologie déjà bien avancée. On peut imaginer que je travaille ici, à l'université. En journée, le soleil brille et je peux charger ma voiture avec l'énergie solaire des panneaux. Je retourne à la maison et quand je suis chez moi, je branche ma voiture, mais je ne la charge pas plus. Je fais le contraire. Je prends l'énergie, l'électricité solaire de ma voiture que je donne à ma maison pour cuisiner ou regarder la télévision. Et ça aura un impact sur le réseau, qui devra forcément distribuer moins d'électricité. Est-ce que c'est de la science-fiction? Eh bien, il y a 4 ans, je me suis rendu au Japon. Il y a aussi des concessions, avec des grandes vitrines, où l'on peut admirer des belles voitures. Eh bien, les voitures électriques vendues là-bas étaient déjà équipées et livrées avec ce qu'on appelle un chargeur bidirectionnel, c'est-à-dire un chargeur qui vous donne la possibilité de rendre de l'électricité à votre maison. Donc, ce n'est pas quelque chose de complètement fantaisiste ou pour un futur lointain. Avant que votre voiture n'éclaire votre maison, comptez une dizaine d'années. Parce qu'il reste encore quelques écueils à lever. Le nombre de cycles de charge plus élevé réduira la durée de vie des batteries et donc des voitures. Et si les batteries vieillissent plus vite, que pourra-t-on en faire en fin de vie? Eh bien, comme le reste de la voiture, on recycle. Et dans ce domaine, l'Europe et particulièrement la Belgique peuvent tirer leur épingle du jeu. Direction le Limbourg, près de la frontière néerlandaise. Dans cet entrepôt, des milliers d'ordinateurs, d'imprimantes, smartphones ou tablettes attendent d'être démontés puis réutilisés ou recyclés. Rien à voir avec l'automobile, me direz-vous? Eh bien si, et de plus en plus. C'est ici qu'on stocke les batteries, on les met d'abord en quarantaine. Et puis on les met dans un autre conteneur une fois qu'on a vu qu'ils ne bougent pas, que la température est stable.
Catherine, c'est la directrice de Febelauto, l'organisme qui gère les véhicules hors d'usage en Belgique. Ça, c'est les batteries dans les caisses. Oui. Donc par exemple, nous avons ici une toute nouvelle batterie, mais elle a eu des problèmes pendant le transport. Et donc, pas toutes, il y a des petits détecteurs qui ont dit qu'il y a un problème, elle a été bougée pendant le transport et elle n'est plus, c'est plus assez sécurisé, donc on l'a reçue ici, mais comme vous voyez, elle est tout à fait neuve. Donc au lieu de la recycler, on va la donner une deuxième vie. L'an dernier, 500 batteries de voitures électriques sont passées par ici. Aujourd'hui, on travaille sur des modules d'une voiture de sport électrique. Donc on va d'abord tester si cette module a une bonne santé pour la donner une deuxième vie. Et donc une batterie est composée de différentes cellules, comme ici, vous voyez, en cylindrique, des cellules de la batterie, mais on a aussi des batteries qui sont composées de pochettes. Et donc une fois qu'on sait que la batterie est bonne, que toutes les pochettes et toutes les cellules sont bonnes, on va la donner une deuxième vie dans des systèmes de stockage énergétique, comme vous voyez par là. La batterie ne roule plus, elle devient stationnaire et on peut l'installer dans une maison ou un commerce dans le but de stocker l'énergie des panneaux solaires, par exemple. La moitié des batteries ont ainsi une nouvelle vie, le reste est recyclé dans une usine, un rien plus grande. Nous sommes à Anvers, chez Umicore, qui produit et recycle des métaux à haute valeur ajoutée. Tellement haute valeur ajoutée que les secrets de fabrication sont bien gardés. Les images que vous voyez, le recyclage des batteries au lithium, nous ne les avons pas filmées. C'est l'entreprise qui nous les a fournies. Aucun journaliste n'a jamais pu accéder au lieu. L'interview du patron de la branche recyclage aura lieu dehors. On a dû développer une technologie spécifique parce que c'est très complexe une batterie. C'est une petite usine chimique qu'on a dans son téléphone ou dans sa voiture. Et donc nous on se focalise sur la récupération des métaux qui sont les plus rares et qui ont donc le plus de valeur. Le nickel, le cobalt, le cuivre et le lithium, c'est sur ces métaux qu'on est focalisé. Donc nous, non seulement nous les récupérons, mais nous les transformons ensuite en produits pour batterie que nous vendons à nos clients pour faire de nouvelles batteries. Ici, on recycle 7000 tonnes de batteries par an. Et avec le développement annoncé de la voiture électrique, les ambitions sont revues à la hausse. Une nouvelle usine est en projet. Pour vous donner une idée, donc l'usine qu'on va construire en Europe fera 150 000 tonnes, elle aura une capacité de 150 000 tonnes, ce qui donne un équivalent d'à peu près 350 à 400 000 véhicules. Et c'est pas négligeable parce qu'en recyclant 150 000 tonnes de batterie, on récupère à peu près 30 000 tonnes de nickel. Et 30 000 tonnes de nickel, c'est la taille d'une mine de taille moyenne. Maintenant qu'on a sympathisé, on peut toujours pas aller voir à l'intérieur? Non, c'est vraiment quelque chose qu'on garde rien que pour nous. Comme Umicore dispose aussi d'usines de fabrication d'éléments de batterie, la boucle est bouclée. On crée de nouvelles voitures à partir d'anciennes, sans nouvelles mines et sans pétrole. C'est pour cela qu'il ne s'agit pas simplement d'un changement de carburant, mais bien d'une révolution. L'électrification, c'est une évolution ou une révolution? C'est les deux. C'est une évolution parce que cela prendra du temps. Toutes les transitions prennent toujours du temps. Il y a donc un élément d'évolution là-dedans, mais c'est aussi une révolution en effet, parce que cela va complètement transformer la mobilité. Cette industrie existe depuis 125 ans et je pense qu'on verra plus de changements dans les prochains 5 ou 10 ans que tout ce qu'on a connu en 25 ou 50 ans. Donc oui, il y a un élément révolutionnaire aussi. Comme tous les changements, celui de la mobilité électrique s'accompagne de craintes et questionnements. Un véhicule électrique qui prend feu et les images font le tour du monde. Le risque d'incendie est pourtant 60 fois moindre qu'avec l'essence. La décision européenne est lourde de conséquences. Le vieux continent veut montrer l'exemple. En 2035, les voitures électriques cohabiteront certainement avec des camions à hydrogène et des avions au carburant de synthèse. Pour réduire les rejets, la voiture électrique représente la solution évidente. Reste que la révolution électrique ne touchera pas l'ensemble des citoyens de la même manière. Ceux qui disposent de places de parking, de panneaux photovoltaïques ou de véhicules de société ne payeront pas le même prix que les citadins de classe moyenne
tributaire des recherches publiques. Et puis quel sera le tarif de l'électricité? Quelles nouvelles taxes verront le jour pour remplacer les actuelles ou les accises sur les carburants? Les questions demeurent, mais la transition est déjà en cours. Oui, on veut utiliser la voiture électrique d'une manière différente de ce que l'on a l'habitude de faire avec une essence ou une diesel. On se branchera quand on se garera quelque part et on pourra jouer avec le réseau. On ne devra plus se dire « Ah oui, la semaine prochaine je dois faire le plein et trouver une station-service ». C'est une autre manière, sans doute la vieille manière de penser. Quant à notre voiture électrique, nous l'avons rendue avec 2000 km supplémentaires au compteur. Notre moyenne de consommation était un peu plus de 20 kWh au 100. Au prix moyen de l'électricité en 2022, cela revient à 7 € des 100 km, l'équivalent de 4 litres au 100 avec une voiture essence. Avec un peu d'organisation pour les longs trajets, on n'a subi aucune contrainte à part notre petite aventure parisienne. Ah oui, on ne vous avait pas encore parlé du prix de notre auto. Avec toutes ces options, c'est 65 000 €, impayable pour la majorité de la population. D'ici 2035, beaucoup de choses vont encore évoluer. La transition vers le zéro carbone dans l'automobile prendra moins de 12 ans, alors qu'elle était inenvisageable il y a quelques années à peine. Il reste donc très peu de temps pour réfléchir à son prochain mode de déplacement, quand posséder une voiture ne sera peut-être plus une évidence pour tous.